Hola, bienvenidos a todos. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, est très important en tout cas, et surtout qui est très répandu, c'est la dépendance affective. Si tu as déjà ressenti ce besoin constant d'être rassuré, validé, ou si tu as souvent peur de perdre l'amour ou l'attention de l'autre, alors pose-toi bien avec un thé, un café, un chocolat, bref, ce que tu veux. En tout cas, mets-toi à l'aise, sois confortable, parce que cet épisode va clairement t'aider. C'est parti. Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Déjà, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'exactement la dépendance affective ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est réellement, concrètement ? Bien, la dépendance affective, c'est pas juste d'avoir envie, d'avoir besoin en tout cas, d'un câlin ou de vouloir, d'apprécier en tout cas le fait d'être entouré. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est cette sensation, vous savez, constante d'avoir besoin de l'autre pour exister, pour être validé, pour être reconnu, pour être aimé. C'est comme si sans ça, tu perdais un peu toute ta valeur. Tu connais ce sentiment aussi si tu as déjà expérimenté que ton humeur dépend totalement d'un message que tu aurais reçu ou pas, d'un sourire, d'une validation extérieure. Concrètement, on peut dire que ça va se traduire par la peur constante de l'abandon. Par exemple, la fameuse angoisse, vous savez, du texto qui est laissé un petit peu en vue, là. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent les jeunes, il m'a lâché un vu, ou elle m'a lâché un vu. Bon, la personne a vu ton message, il répond pas. Et là, ça te crée une angoisse. C'est l'envie de plaire à tout prix, quitte même à s'oublier un petit peu, tu vois. C'est par exemple te maquiller alors que c'est pas du tout ton genre. C'est te mettre en 15 pour quelqu'un, pour lui plaire, alors que ce genre de petites choses, tu l'aurais peut-être pas fait comme ça, ou pas autant. C'est une tendance aussi à mettre les besoins des autres avant les tiens. C'est la sensation d'être toujours dans l'attente de preuves d'amour. Quand je dis amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour affectif, de l'amour amoureux, ou bien de l'attention. Et ça peut aussi être une difficulté immense à dire non, à poser des limites clairement. Ça, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, par exemple. Cette capacité à dire stop, à dire non, à poser des limites clairement et sans dire pardon, sans se justifier, sans s'excuser. J'ai fait mes petites recherches, comme vous le savez, et selon une étude qui a été publiée en 2022 par, de mémoire, c'était Psychologie Magazine, il y a quand même 67% des femmes qui ont entre 25 et 30 ans qui se reconnaissent dans ces comportements-là que je viens de vous citer précédemment. Donc c'est énorme, 67%. Donc déjà, rassure-toi, je sais pas si c'est rassurant, mais enfin bon, sache que t'es vraiment pas tout seul, ok ? Si t'es dans ce cas-là. Ou si tu connais quelqu'un dans ce cas-là. Alors, justement, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment savoir si toi, t'es concerné par ça ? Pour être sûr, je vais te donner quelques petits signes qui vont être hyper concrets. Donc écoute bien et coche mentalement, en tout cas, tu peux même l'écrire,
si tu remportes les cases, si tu coches les cases, on va dire. Donc premièrement, tu angoisses dès que ton partenaire ou ta partenaire ne répond pas à tes messages. Deuxièmement, tu fais tout pour éviter les conflits, quitte à dire oui quand tu vas penser non. Troisièmement, tu as constamment besoin d'être rassuré sur ses sentiments pour toi. Et quatrièmement, tu oublies souvent tes propres besoins pour satisfaire ceux de l'autre. Si tu as couché, si tu as coché plusieurs de ces points-là, pas nécessairement toutes, mais si tu en as au moins coché plusieurs, c'est sûrement que tu vis cette dépendance affective. Et t'inquiète pas, il n'y a rien qui est figé. Ok, la prise de conscience, c'est déjà un grand pas pour s'améliorer. Dans ce troisième chapitre, on va voir un petit peu d'où vient vraiment cette dépendance affective. Ok? Alors là, on va rentrer du coup dans le vif du sujet avec cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de lâcher aussi cette dépendance affective? Premièrement, parce que cette dépendance, elle est souvent profondément ancrée dans ton enfance ou ton adolescence. Elle vient généralement de là. Des expériences que tu es précoce, donc plutôt jeune, où tu as appris, consciemment ou pas d'ailleurs, que pour être aimé, tu devais plaire, tu devais te conformer, tu devais faire passer les autres avant toi, tu devais dire oui. Cette croyance, tu la portes depuis que tu es généralement petite, donc depuis des années, comme une vérité absolue. Donc c'est une croyance limitante, ok? Deuxièmement, eh bien parce que tu penses que combler les besoins, enfin les tiens du moins, seul, c'est égoïste, c'est froid, ou même c'est impossible d'ailleurs. Il y en a beaucoup, ok, qui pensent que c'est impossible d'être heureuse toute seule par soi-même, ok? Ça veut pas dire qu'on n'a pas de conjoint, pas de conjointe, mais être capable de combler ses propres besoins seul, il y en a beaucoup qui pensent que c'est impossible. Du coup, tu cherches à combler ses besoins par les autres, grâce aux autres. Mauvaise nouvelle, ça marche pas durablement, ok? Ça va peut-être le faire pendant quelques mois, quelques années, mais sur le très long terme, ça ne fonctionnera pas, ok? Et troisièmement, parce qu'inconsciemment, ton cerveau a créé en fait une sorte d'addiction à la validation extérieure. Tu sais, c'est un peu comme les notifications sur Insta, ok? Ou les likes, qui procurent une dose rapide de dopamine. Dès qu'une personne te donne cette validation, donc tu vas liker ton post, ton réel, etc., ce que tu veux, tu vas te sentir rassuré, parce que ça déclenche du plaisir immédiat. Sauf que le problème, c'est que tu en veux toujours plus. Donc c'est un peu une drogue aussi. D'où le fait que j'ai parlé d'addiction à la validation extérieure. J'ai quand même une bonne nouvelle, parce que comprendre d'où ça vient, ok, si tu as déjà compris toi d'où ça venait par rapport à ce que je viens de dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà la moitié du chemin de fait. Dans ce quatrième chapitre, on va voir maintenant comment passer à l'action, comment sortir concrètement de la dépendance affective. Donc là, je vais te partager, tu peux prendre des notes, hein. Je vais vraiment te partager un plan clair pour sortir doucement, ok, mais sûrement, comme on dit, de ce schéma. Et promis, ça marche. Par contre, il faut s'investir vraiment, ok, on n'a rien sans rien. C'est comme essayer de perdre 10 kilos, mais de jamais aller à la salle de sport et manger gras, etc., tout le temps. À un moment donné, on n'a rien sans rien. Donc là, il faut vraiment que tu te mettes à l'action, que tu t'investisses en toi-même, pour toi-même. Première étape, tu peux noter, fais l'état des lieux de tes besoins, ok? Identifie précisément ce que tu attends des autres. Est-ce que tu as besoin de reconnaissance, de validation, je sais pas moi, d'affection par exemple, ou de sécurité? Donc tu peux le noter noir sur blanc dans ton téléphone, sur un papier, bref, ce que tu veux. Mais le fait de l'écrire déjà, c'est déjà un travail en soi. Ton cerveau, il va connecter. Étape 2, reconnais ton schéma répétitif. Donc observe les comportements qui sont récurrents. Avec qui ça arrive, ce problème de dépendance affective? Donc ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles et tantes, bref, quelqu'un de la famille. Ça peut être tes amis, des collègues, ok, n'importe qui. Pose-toi la question aussi de quand ça arrive et dans quelles circonstances. Est-ce que, si c'est par exemple ton conjoint, est-ce que ça se présente
Plutôt, le matin, le midi, le soir? Est-ce que c'est, quand la personne rentre du boulot? Quand elle s'en va? Quand vous êtes tout seul sans les enfants? Et cetera, et cetera. Pose-toi les questions: avec qui? Quand? Dans quelles circonstances? Ça va vraiment t'apprendre, en tout cas t'aider à mieux te comprendre, à mieux comprendre comment tu fonctionnes. OK? Donc de l'écrire noir sur blanc, c'est vachement bien parce que ça te permet de revenir dessus après. Troisième étape, pratique la reconnexion à toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, tu vas prendre un petit moment, toute seule, pour te reconnecter à toi, toute seule. Ça veut dire quoi toute seule? Ça veut dire toute seule, OK? Ça veut dire pas d'enfant, pas de copain, pas de copine, pas de conjoint, pas de rien. Tu fais, je sais pas, ce que tu veux, de la méditation, tu fais du journaling, tu vas te poser sur la plage si tu as la chance d'être au bord de mer. Hem, Toute seule, tu fais rien, d'accord? Sauf, voilà, journaling et cetera, mais tu t'accordes un temps que pour toi, pour te reconnecter à toi, pour toi, OK? Pour te recentrer. Quatrième étape, oui, je crois que je t'ai rendu à la quatrième, développe ton autonomie émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre à répondre toi-même à tes besoins, pas grâce à quelqu'un d'autre, OK? Par exemple, ça peut être pratiquer l'autocompassion. Ça veut dire que quand tu te fais, tu te craques sur quelque chose, tu fais une erreur et de la compassion pour toi. Si ton enfant se trompe, j'ose espérer que la plupart du temps, bien sûr, on est des êtres humains, on peut se tromper, mais la plupart du temps, tu vas pas, l'envoyer paître. Tu vas avoir de la compassion pour ton enfant. Tu vas lui dire: «Beh, écoute, c'est comme ça qu'on apprend». Bah, pourquoi tu le fais pas avec toi? C'est exactement pareil. Pense à ton enfant intérieur, vraiment. Tu vas, par exemple, pouvoir te récompenser quand tu fais quelque chose de bien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu avais une to-do list longue comme le bras, tu as réussi à la boucler, félicite-toi. Récompense-toi, ça peut être n'importe quoi. La récompense, c'est pas forcément le fait d'acheter quelque chose. Ça peut être, bon, bah là, je me récompense avec un bon thé. Je me récompense avec une bonne marche, avec une séance de sport, avec un épisode de Netflix. Ok, ça peut être n'importe quoi. Essaye de viser la chose le plus simple possible, hein, bien sûr. C'est quand même mieux. Ça va être valoriser tes progrès personnels de façon régulière. Si tu vois que, par exemple, tu as décidé, de te mettre au sport et que tu vois que bon, tu arrives à augmenter, je sais pas, les répétitions ou les séries, que tu arrives à être régulière, que tu arrives à monter en niveau et cetera, félicite-toi, OK? C'est très important. Attends pas que ce soit les autres qui viennent te dire: «Ah c'est bien, Julie, tu fait ci. Ah c'est bien, ma tu fait ci, t'as fait ça». Non, c'est à toi de te le dire à toi-même, OK? Ça va créer de la confiance en soi, de l'amour-propre aussi ça. Je crois qu'on est rendu à l'étape numéro 5. Mets en place des limites saines et surtout tu les tiens, ces limites, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre à dire non, sans culpabiliser, avec douceur, respect, fermeté. Donc par exemple, tu vas dire non, gentiment, mais fermement. Je te donne un exemple, «Ah bah tiens, Julie, on fait une soirée, vendredi soir, si tu veux tu passes». «Écoute, je te remercie, mais là ce vendredi soir-là, ça va pas être possible». Voilà, c'est tout. C'est pas: «Ah bah, je suis désolée, mais vendredi soir, ça va pas être possible parce qu'en fait, j'avais envie de regarder un film avec mes enfants et puis parce que ce» non! Tu racontes pas ta vie, hein. Ils ont pas besoin d'explications. Ils ont simplement besoin d'être respectés et d'avoir une réponse. Donc ça veut dire, on dit non, gentiment, poliment, mais c'est ferme. Et c'est pas: «Je m'excuse de ne pas pouvoir». OK? C'était pas un dû de devoir faire une soirée avec ces personnes-là, quelles qu'elles soient d'ailleurs. OK? C'est pas quelque chose auquel tu t'étais déjà engagé et que tu dois annuler. Et quand bien même. Là, tu pourrais t'excuser, mais bon, tu vois ce que je veux dire? T'as pas à te justifier. Donc là, c'est très important d'être capable de mettre des limites saines. Et enfin, la sixième et dernière étape, c'est de construire un réseau sain. Ça veut dire que tu dois t'entourer, OK, de personnes positives, de personnes bienveillantes, qui respectent ton indépendance affective, et cetera, et qui t'encouragent, OK? Ça veut pas dire elles sont tout le temps de bonne humeur, elles sont tout le temps positives, mais 90 du temps, elles le sont. OK? Tu vas pas aller vers des gens qui font la tronche tout le temps. Tu vas pas aller vers des gens qui sont tout le temps en train de te parler de manière négative. «Ah oui, mais moi ça va pas, j'ai des problèmes, j'ai des machins». Oui, mais on en a tous. Donc on peut pas être entouré de personnes qui H24
soit en train de se plaindre, en train de se rabaisser, en train de... Parce que ça va te déteindre dessus. Et clairement, personne n'a envie de finir comme ça, quoi. Vraiment pas. Alors attention, je suis pas en train de dire que il faut complètement mettre de côté les personnes dans notre entourage qui ont des problèmes psy, par exemple une dépression, etc. Un burn-out. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ces gens-là, il faut au contraire être là pour elles, etc. Mais sans s'oublier soi, ok? Ça veut dire que oui, la personne, elle est en dépression, oui, elle est en burn-out, mais on n'a pas envie de finir comme ça, donc on régule, ok? Ok, je viens te voir une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, ou je t'appelle une fois de temps en temps, mais on ne prend pas d'engagement sur le long terme, et quand bien même, on peut les moduler, ces engagements, pardon. Donc voilà, vraiment faire attention à sa santé mentale aussi, c'est très important. Ça ne nous empêche pas du tout d'aider l'autre. Dans ce 5e chapitre, on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut gérer les rechutes. Parce que voilà, on est des êtres humains et on peut avoir des moments de doute, des moments de rechute. Donc c'est complètement OK d'avoir des rechutes, d'avoir des doutes. L'important, je dirais que c'est ce qu'on va en faire. OK? Donc quand ça arrive, déjà on peut prendre une grande inspiration et se rappeler que c'est juste un petit retour en arrière. Ça remet pas le tout à zéro. OK? C'est comme si, pour reprendre l'idée de la perte de poids, c'est comme si tu me disais, «Oh là là Julie, je fais attention toute la semaine et tout, mais là, samedi soir, j'ai mangé un burger quoi». Oui, OK, et alors? Il est où le problème? Il y en a pas, hein. Moi je te le dis, ça c'est ce que je fais toute l'année. Moi je fais ça toute l'année. Du lundi au vendredi, midi inclus, je mange ultra sain, tout le temps. Vraiment, hein, je pèse mes trucs, enfin voilà. Nous on est dans une famille où on fait du sport, on fait voilà. Surtout mon mari, il fait beaucoup de sport, donc du coup, voilà, on fait très attention à notre santé, à notre alimentation, et cetera. Donc on fait très attention tout le temps. Mais le vendredi soir, parfois si on n'a pas fini parce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, on le finit le samedi, mais vendredi soir, c'est notre journée, notre journée non, notre repas, ce qu'on on dit qu'on appelle cheat meal. Ça veut dire que c'est le repas, kiff, 0 privation. On n'abuse pas en termes de quantité, hein, OK? Mais c'est-à-dire qu'on ne se prive pas en termes d'apport. Donc si j'ai envie de manger un burger avec des frites, je mangerai un burger avec des frites. Si j'ai envie de manger des mac and cheese, je mangerai des mac and cheese, et cetera, et cetera. Une pizza, voilà. Par contre, j'irai pas faire de l'industriel. Bon, ça, c'est une question de voilà, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses. Je ne supporte pas la bouffe industrielle. Voilà, ils font de l'argent sur notre santé, et cetera, sur notre mauvaise santé surtout. Donc je préfère encore les faire moi-même. Puis en plus, incroyable, c'est tellement meilleur, il y a pas photo. Donc je prends le temps de les faire moi-même, mais par contre, je me fais plaisir. Et après, on reprend le rythme. Le corps reprend très très bien ses repères à partir du moment où on reste régulier. Bien sûr que je vais manger de manière crade comme ça pendant 2, 3 jours. Là, ça va être plus compliqué pour mon corps de reprendre. Donc là, c'est exactement pareil. Une petite rechute, avoir des doutes, etc. C'est OK, c'est carrément OK à partir du moment où le reste suit. OK, où on va reprendre le dessus ensuite. Donc on respire bien, on se rappelle pourquoi on est là, quel est l'objectif, et on s'y remet. Donc dans ces moments-là, il faut se poser la question: quel besoin est-ce que j'essaye de combler là? Qu'est-ce qui a déclenché cette rechute? D'ailleurs, tu peux même la mettre dans l'autre sens, le truc, l'ordre des questions. Qu'est-ce qui a déclenché cette rechute? Pourquoi? Donc ça veut dire quel besoin est-ce que j'essaye de combler par le biais de cette rechute? Et comment est-ce que je peux répondre moi-même, hein, on se rappelle qu'on est autosuffisant, moi-même à ce besoin différemment? Dès maintenant, hein, on n'attend pas 2 semaines, hein, donc dès maintenant, là, on reprend la main. OK, il faut être déter, tout le temps. Donc il faut vraiment gérer la rechute avec douceur, avec bienveillance. Rappelle-toi que ça fait partie du process aussi et que c'est pas, une preuve d'échec, mais c'est un apprentissage qui est précieux ça. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une rechute, de te craquer, enfin si je peux dire, hem, bah, ça va te permettre en tout cas de mettre le doigt sur un peu, bah, tes failles, ce qui va moins bien, et cetera, et donc du coup, ça va te permettre de t'améliorer. Donc c'est presque cool en fait d'avoir fait une rechute. Un petit conseil bonus, prépare à l'avance une liste d'actions simples
qui pourrait t'aider à reprendre ton autonomie en douceur dans ces moments-là, justement. Par exemple, je sais pas moi, ouais, ça peut être écrire dans ton journal. Ça peut être faire une méditation express, tu vois? Allez, t'as as 10-15 minutes, tac, tu te fais ta petite méditation vitef et c'est plié. C'est appeler une amie qui, tu le sais d'avance, va être bienveillante, va être à l'écoute, va pas être dans le jugement et cetera. Voilà, il y a plein de choses. Si c'est ce qui te fait du bien pour, te relever, essayer d'aller marcher sur le front de mer ou en forêt ou bref dans un parc qui te plaît, et ben, tu le mets sur ta liste et comme ça, tout de suite, tac, tu te sors ta petite liste: «Ah attends, je vois que j'ai une rechute, flout, je suis la liste». Voilà et rappelle-toi bien, je le répète, chaque rechute est une opportunité de te connaître encore mieux, de comprendre pourquoi et comment, et surtout de dépasser définitivement ces schémas-là. Alors dans ce sixième chapitre, je vais vous faire un petit peu une foire un petit peu, aux questions, rapidement en tout cas je vais essayer, avec vraiment les questions qui me sont revenues souvent. OK? Donc il y en a, je crois, peut-être 8 je crois, un truc comme ça. Un petit peu voilà, bon, peut-être un petit peu moins de 10 mais vraiment c'est des questions qui reviennent très, très souvent dans le sujet, de la dépendance affective. La première c'est: est-ce qu'on peut aimer intensément? Ça, elle a été vraiment beaucoup posée cette question. Est-ce qu'on peut aimer intensément sans pour autant être dépendante? Alors, c'est un grand oui, OK? Et heureusement, absolument, c'est un grand oui. L'amour sain, c'est simplement d'aimer, enfin, c'est d'aimer intensément, tout en conservant son autonomie émotionnelle. Donc en gros, tu es capable d'être heureuse toute seule et la relation que tu vas avoir, elle vient enrichir la relation que tu as avec toi-même déjà. Elle vient pas combler. C'est pour ça que j'aime pas trop d'ailleurs cette expression de: «Ah oui, c'est ma moitié». Je déteste cette expression. Parce que ça veut dire quoi? C'est ma moitié. Ça veut dire qu'en fait, si on le retire, tu à moitié toi, en fait, tu pas vraiment toi, tu vois? Et par la grâce de Dieu, heureusement que non. On est entière nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être comblés. On n'a pas besoin d'avoir un chevalier servant qui vient nous sauver. OK? On est en 2025, merde. Donc non, heureusement qu'on peut être dans une relation très saine et aimer, éperdument, intensément et cetera, sans pour autant être dépendante affectivement, heureusement. Au contraire, c'est même d'ailleurs les meilleures relations, c'est celles où on n'a pas besoin de l'autre, mais où on a envie d'être avec l'autre. C'est complètement différent. Autre question, comment gérer l'anxiété quand on commence à poser ses limites? Eh bien moi j'aime bien faire la comparaison avec, la confiance en soi. Souvent j'entends dire, la confiance en soi enfin je n'ai pas confiance en moi donc je ne peux pas faire. Eh ben donc du coup tu n'auras jamais confiance en toi. Bah oui, parce que si tu le fais jamais, tu vas jamais te rendre compte qu'en fin de compte tu es capable. Et donc tu n'auras jamais de fierté envers toi-même et de confiance envers toi-même. Fais-le et tu verras que là, tu vas prendre confiance en toi. C'est pas en restant caché, en restant enfermé, à l'abri d'eux, que du coup tu vas pouvoir te prouver à toi-même que tu es capable. Donc là, c'est exactement pareil. L'anxiété, elle va partir au fur et à mesure que tu feras ce pourquoi tu seras exposé à ce pourquoi tu ressens de l'angoisse. OK? Et sinon, vraiment, tu peux, sur l'instant T en tout cas, tu peux vraiment respirer profondément avec la technique qu'on appelle la respiration en carré. Moi, je le fais régulièrement dès que je ressens que j'ai peut-être une angoisse, ou etc. En attendant de pouvoir travailler dessus, vraiment, c'est la technique instant T qui, je trouve, moi, en tout cas, moi, me fait le plus de bien. Après, à adapter. Il y avait une autre question, c'est voilà, c'est est-ce que la dépendance affective concerne uniquement les relations amoureuses? Eh ben, j'ai envie de vous dire malheureusement non, ce serait trop facile. Eh beh, non. Non, 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 ça touche, tout, en fait, dès qu'il y a de l'affect. Donc c'est-à-dire, ça peut toucher les amitiés aussi, ça peut toucher, les liens familiaux, et cetera, et cetera. Dès qu'il y a de l'affect, on peut malheureusement tomber dans le piège de la dépendance affective. OK? Autre question, c'est comment savoir si je suis dépendante affective ou simplement amoureuse? En fait, c'est très simple. Être amoureuse, c'est ressentir du bonheur à 2, OK? Alors que la dépendance affective, c'est quand tu paniques à l'idée de perdre l'autre, quitte à même t'oublier complètement dans ta relation. Tu vas te mettre en 15 pour l'autre pour pouvoir le garder absolument, même si toi ça te met mal. OK? Donc je répète, hein, être amoureuse, c'est ressentir du bonheur à 2, en étant bien toute seule. La dépendance affective,
c'est paniquer à l'idée de perdre l'autre, en s'oubliant soi-même. J'ai une autre question aussi, qui était très intéressante celle-ci. Enfin, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais celle-ci, elle m'a parlé en particulier. C'était: «Est-ce que la dépendance affective vient forcément d'un manque d'amour dans l'enfance?» Alors, pas toujours, c'est OK, pas toujours, mais c'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas. Alors attention, ça vient pas forcément d'enfance avec, des traumas de fou, hein, OK? On peut avoir l'impression d'avoir une enfance au top et tout de même ressentir, des soucis avec la dépendance affective. C'est souvent des blessures qui sont liées au rejet, à l'abandon ou à un manque affectif, OK? Dans l'enfance évidemment, qui peuvent du coup favoriser cette dépendance. Heu, Ça peut être des trucs tout bêtes, mais qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Vous avez une super enfance, on imagine, hein, voilà, vous avez une enfance qui globalement, vous n'avez pas tellement à vous plaindre. Il y a bien sûr des trucs qu'on peut redire, mais globalement, il y a pas à se plaindre. Mais vous sentez que, bah, il y a peut-être une petite préférence entre l'un, et l'autre dans la fratrie. Vous voyez? Par rapport à vous et du coup, vous vous sentez peut-être un peu exclu. Que l'un de vos parents accorde un peu plus d'attention à l'un de vos frères ou sœurs et du coup, vous vous sentez un petit peu plus en retrait. Ça peut être des petites choses comme ça qui du coup, c'est tout con, hein, mais du coup, peut vraiment marquer un enfant et ensuite déboucher sur ce genre de soucis. Mais ça peut aussi, tout à fait venir d'expériences douloureuses à l'âge adulte. Une relation, par exemple, qui s'est très mal passée, ça peut malheureusement, créer ce genre de trouble, ce genre de dépendance. Une autre question, est-ce que c'est possible de totalement guérir de la dépendance affective? Oui, heureusement que oui, à condition de faire un vrai travail sur soi-même, par contre. OK? Et donc vraiment d'apprendre à nourrir son estime de soi, son autonomie affective. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. OK? Mais heureusement que oui, on en guérit et j'en suis la preuve vivante d'ailleurs, hein. Heureusement que oui. Autre question, comment fixer des limites saines sans paraître égoïste ou froide? Ça, j'ai bien aimé cette question-là aussi. Et donc ça, c'est la peur qui est numéro 1 d'ailleurs. C'est vraiment la peur qui revient le plus quand on parle de, stopper et en tout cas de guérir de cette dépendance affective. Eh bien, en fait, la clé, c'est d'être vraiment clair sur tes besoins, tout en restant ouverte à la discussion, OK? Il faut pas être en mode bourrin, «OK, là, moi, j'ai besoin de ça, 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 tac, tac, c'est comme ça». Non. «Écoute, voilà, moi, j'ai tel et tel besoin. Toi, quels sont les tiens et tout machin?» Tu vois? Essayer de un petit peu, être en mode quand même, dialogue et pas un monologue. Donc vraiment poser tes limites et ne pas faire de toi, quelqu'un d'égoïste. Ça fait de toi une personne qui est mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui s'aime et qui se respecte assez pour dire: «Bah, voilà, moi j'ai tel et tel besoin et j'ai telle et telle chose que je ne veux pas du tout avoir dans ma vie, dans mes relations et cetera». Voilà, et qu'est-ce que tu en penses? C'est pas dans le sens où on te demande si tu es d'accord, OK? C'est dans le sens où on demande à l'autre: «Et toi? Ce serait quoi toi tes besoins, tes limites et cetera?» C'est très important. C'est un peu comme la notion d'infidélité, vous savez? On peut avoir une perception de ce que c'est que la fidélité à, 20 ans quand on commence notre vie amoureuse par exemple, hein. Je donne un âge, voilà, type et finalement on avance dans notre relation et finalement, bah, 5-6 ans après, bah, on se rend compte que, bah, en fait non. On n'a plus du tout la même notion de ce que c'est que la fidélité. Peut-être qu'à 20 ans, bah, c'était, de simplement, faire un bisou à une autre. Bah, peut-être que de simplement penser à une autre, 10 ans après, bah, ça on considère pour soi-même que c'est de l'infidélité. Vous voyez? Donc c'est important aussi de remettre à jour un petit peu, on va dire, ces standards, on va dire. Autre peur, pardon, autre question, non mais n'importe quoi moi. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de l'abandon même dans une relation qui est stable? Alors oui, absolument. Cette peur est fréquente en dépendance affective. OK? Alors bien sûr, on parle de dépendance affective, hein. En temps normal, quand tout est OK, non, ça n'arrivera pas du coup, on est sereine. Donc oui, cette peur, elle est très fréquente en dépendance affective, mais la bonne nouvelle, c'est que en apprenant à renforcer ta sécurité intérieure et ta confiance en toi, eh bien cette peur, elle diminue progressivement. OK? Je sais que ça peut être long, que ça peut être fastidieux, mais vraiment il faut travailler sur soi et cetera. Et après, ça ouvre vraiment les portes sur, une vie beaucoup plus sereine, quoi. Pour soi-même, mais pour l'autre aussi, en fait, hein, vraiment. Et enfin, la dernière question et après on va conclure un petit peu, mais je trouvais que ces questions étaient très intéressantes, c'était: «Je me sens coupable quand je prends du temps pour moi. Comment gérer ça?»
Donc là, on est un petit peu sur la dépendance affective encore, c'est la culpabilité, c'est un des symptômes classiques quand tu dépendante affective. Parce qu'en fin de compte, tu veux tellement être collé, en fait, tu es comme une bernique avec un rocher, quoi, tu vois? Donc tu veux tellement être collé à l'autre que du coup, quand tu essayes un petit peu, de penser que à toi, tu dis: «Ouais, mais du coup, c'est pas normal, ça se fait pas, je pense tout le temps qu'à moi et tout, c'est voilà, je suis égoïste» et cetera. Que dalle. Donc le remède, c'est vraiment de comprendre que prendre du temps pour toi, ça te rend plus disponible émotionnellement pour les autres. Tu vas peut-être avoir l'impression de perdre du temps parce que, voilà, tu as passé 1 heure, à faire, je sais pas, aller chez la coiffeuse, par exemple, ou 1 heure à aller te balader, à faire ton sport et cetera, que sais-je. Mais au final, tu t'es tellement vidé la tête que tu reviens chez toi, tu es open, quoi. Tu es carrément dispo à discuter, à écouter, voilà, les besoins de l'autre et cetera et du coup, à y répondre. Donc en clair, plus tu vas prendre soin de toi, mieux tu vas pouvoir prendre soin des autres. OK? Parce qu'en fait, tu auras rempli ton réservoir affectif, ton réservoir émotionnel, tu l'auras rempli par toi-même, pour toi-même, et tu pourras être là davantage pour les autres. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il est un petit peu plus long, je pense, que les autres, mais vraiment c'est un sujet qui revient très, 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 très souvent et je voulais vraiment qu'il soit complet et cetera donc voilà. J'ai toujours peur de faire trop long. Mais du coup, voilà, de vous perdre en route, de faire trop court, mais du coup de pas vous donner assez de matière, assez d'aide et cetera. Donc c'est toujours un peu compliqué je trouve les épisodes de podcast parce que moi, il y aurait que moi, ça durerait 1 heure, hein, donc voilà. Mais je sais que bon, c'est pas toujours facile d'avoir le temps, enfin en tout cas de prendre le temps. Avoir le temps et prendre le temps sont deux choses différentes, mais de prendre le temps pour, écouter un podcast et cetera. Même si c'est vachement plus simple que d'être devant un écran à regarder une vidéo. Donc en tout cas, n'oublie jamais que apprendre à compter d'abord sur toi, c'est vraiment la clé pour créer des relations vraiment saines et vraiment épanouies. Ça prend du temps, c'est vraiment un voyage le truc, mais t'en vaut vraiment la peine. La vie en vaut vraiment la peine, vraiment. Donc si tu veux aller plus loin, retrouver plus de conseils sur ce sujet-là, ou voilà, sur les sujets de manière générale autour de la vie des femmes, autour du développement personnel, n'hésite pas à me retrouver sur mon compte Instagram, The Cocoon Harmony, tu l'as en description. Sur mon site internet, si tu veux réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes pour qu'on fasse un petit point, qu'on débriefe rapidement. Et si ça te plaît par la suite, tu peux même prendre rendez-vous pour vraiment qu'on travaille ensemble en profondeur. En tout cas, encore merci. N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin. Si je peux aider de monde, mieux c'est. Et puis moi, je te dis, prends soin de toi et à très très vite. Hasta pronto. Bye.